Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau webinaire consacré à l'innovation dans les industries culturelles et créatives. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leftangle avec François et Alexandre, les deux cofondateurs de la société, qui vont nous parler de motion design et de leur société et produits, et aussi également Anne-Sophie Poupin, qui est chef de projet incubation chez Link et qui est un de nos partenaires, et je reviendrai tout à l'heure sur les partenaires qui accompagnent ce cycle de webinaire. Donc, vous rappelez que le cycle de webinaire Innover dans les industries culturelles et créatives a pour vocation à fédérer la communauté des industries culturelles et créatives mensuellement, d'apporter des informations sur les opportunités de financement, sur les événements majeurs, aussi de l'écosystème partenarial autour de ce cycle de webinaire. Essayer de fédérer une communauté aussi des industries culturelles et créatives, sachant que ces industries sont assez éparses de par leur métier même, mais l'idée étant de favoriser ces passerelles entre ces différentes industries, et surtout d'apporter un maximum d'informations. Donc, pour rappel, au niveau de l'agenda, on est aujourd'hui notre 6e événement. On a eu la chance d'avoir Praxinos qui nous avait parlé de leur solution de plugin pour Unreal Engine, Foliascope pour aborder la stop motion dans le cinéma d'animation, le Gram sur la programmation audio temps réel, l'agence Distortion qui nous avait abordé la question du design et de son évolution par rapport aux nouvelles technologies et d'innovation, Osmose IT et les droits d'auteur, notamment dans l'audiovisuel, et on aura aujourd'hui une présentation de Leftangle sur le motion design, comme je disais. À prévoir aussi VGC Software qui nous parlera dans un mois sur l'animation 2D et sur l'innovation, ou en tout cas sur l'approche académique qui était à la base de la solution de la société VGC. À confirmer, mais peut-être que François, je me mélange dans les personnes que j'invite. Peut-être que Pascal pourra confirmer via le chat de la présence de Spooks pour le 10 mai. On n'en a pas encore, on avait évoqué librement, mais ça reste, voilà, il confirme. Donc le 10 mai, vous aurez la société Spook qui vous présentera un logiciel d'effets spéciaux pour la vidéo. Et vous a rappelé aussi que la date du 10 juin est une date qui a changé dans le programme et le contenu arrivera très prochainement. Je vais vous évoquer les partenaires. On est donc suivi par Game Only, qui est l'association, le cluster du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes, Citia, qui est le porteur, l'animateur de l'écosystème des industries culturelles et créatives en Haute-Savoie et surtout qui pilote l'hôtel d'entreprise, les papeteries et surtout le grand événement annuel qui est le Festival d'animation internationale d'Annecy. On est aussi soutenu par le Damier, qui est le cluster des industries culturelles et créatives en Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes spectacle vivant, comme son nom l'indique, je ne vais pas décrire la nature de la structure. La cartoucherie, qui est un pôle d'entreprise aussi à Valence, qui est orienté sur l'image et surtout l'image animée avec nombreux studios d'animation. Et Link Parigo, avec Anne-Sophie qui est présente parmi nous et qui vous présentera son programme d'incubation à l'issue de ma présentation. Un nouveau partenaire que je remercie et dont je suis très content, non pas pour les 100% bio et 100% local, mais pour l'approche pionnière du brassage vidéologique, donc une association d'indépendants du jeu vidéo qui est basée à Lyon et qui œuvre depuis maintenant quelques années, depuis le 2013 exactement, dans l'écosystème du jeu vidéo lyonnais, et donc qui est a priori aussi en forte adéquation avec le monde brassicole, et je veux double intérêt pour les avoir parmi nous. Deux petites informations aussi pour les adhérents du pôle. Retrouver toutes les vidéos des webinaires sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez une playlist qui est l'innovation dans les ICC, et vous avez aussi un groupe qui est en lien avec les industries culturelles et créatives et les technologies des contenus, qui est disponible sur la plateforme WAM, qui est la plateforme basée sur la technologie Genspot, qui permet à tous les adhérents du pôle de communiquer entre eux et de bénéficier d'une source d'information complémentaire et plus riche.
En termes d'actualité, revenir sur l'actualité de Game Only. Donc, dernière tranche, enfin dernier événement dans la tranche 2 sur la démarche de qualité de vie au travail qui sera réalisée par Sophie Romano. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Game Only pour pouvoir bénéficier le 5 avril de l'amélioration de la démarche QVT dans son entreprise. Rappelez aussi qu'il y a 50% de possibles par un code promo pour le Game Camp, qui est l'événement annuel aussi du jeu vidéo en France, les 23 et 24 juin. Actualité Lyon Game Dev, donc vous rappelez que par rapport à l'activité de l'association, le festival La Science entre en jeu, qui sera sur sa 4e édition, a plusieurs événements, la Scientific Game Jam du 18 au 20 mars et la conférence sur les métaverses le 26 mars. En ce qui concerne Citia, je vous rappelais aussi, je l'avais déjà annoncé le mois dernier, la candidature pour le nouveau bachelor animateur de personnages 3D en lien avec les Gobelins est toujours ouvert jusqu'au 6 avril. Et vous annoncez aussi que les accréditations sont ouvertes pour le festival, comme je l'évoquais, qui aura lieu du 13 au 18 juin. Petit rappel sur l'actualité sur Valence, la cartoucherie, le projet assez emblématique depuis le mois dernier, vu l'actualité. Rappel de la lanterne magique des enfants d'Isieux, qui est un projet de restitution des rouleaux dessinés par les enfants d'Isieux et qui bénéficie d'un projet, d'un financement KissKissBankBank. Même si le financement est réalisé, je vous invite malgré tout à contribuer. Il reste encore 13 jours. Et vous rappelez aussi les deux festivals qui vont avoir lieu à Valence, donc le festival d'un jour courant mars et au mois de juin, le 25e Valence Scénario pour les scénaristes. Donc, l'actualité sur Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, je vous invite, l'association étant très dynamique, ils ont mis en place un nouveau calendrier sous forme de document PDF qui recouvre non plus l'actualité des semaines à venir, mais sur les mois d'avril jusqu'à juillet 2022. Donc vous pouvez télécharger le calendrier avec tous les événements listés jusque fin juillet. Il y a énormément d'événements, donc j'ai pris le parti de vous informer plutôt de vous donner ce lien, vers le guide qui vous permettra de brasser tous les événements qui vous intéressent plus particulièrement. En ce qui concerne nos amis à Clermont-Ferrand, 2 événements majeurs. Le mardi 22 mars à 18h30, donc un afterwork sur les entreprises créatives innovantes et durables, donc un sujet éminemment important suite au dossier au GIEC qui est paru et qui nous oblige de plus en plus à être responsables d'un point de vue écologique et environnemental. Et dans la même lignée, une formation professionnelle est proposée aussi. Donc, rendez-vous les 15 et 16 juin pour en savoir plus avec le damier. Autre actualité, j'avais déjà évoqué aussi dans la région, garder en tête la dynamique autour de Villeurbanne 2022 et de la candidature de la capitale européenne de la culture 2028 pour Clermont-Ferrand. Et revenir sur l'actualité et donc sur plutôt les informations concernant le financement potentiel. Vous rappelez déjà l'accompagnement de Minalogic sur vos dépôts de dossiers potentiels qui s'effectue en 4 étapes. Une première qui est sur l'émergence des dossiers que vous pourriez déposer, donc avec une définition du périmètre de votre projet, l'identification à grand smile des différentes sources d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt ou d'autres types d'aides qui pourraient être susceptibles de correspondre à votre projet. Deuxième étape, c'est l'accompagnement, donc de faire en sorte de faire que votre dossier soit le plus exhaustif, le plus complet possible, donc avec des relectures, avec des mises en relation si besoin été. Et troisième étape, qui est la labellisation, donc la validation par écrit d'une lettre de soutien ou d'une attestation de labellisation qui vous permettent de valider l'accompagnement du pôle au-delà du projet une fois qu'il sera financé. Et la valorisation, donc c'est cette étape justement de mise en valeur des projets. Donc une illustration aujourd'hui avec Liftangle qui vous parlera aussi, qui pourra évoquer un petit peu les aides auxquelles ils ont bénéficié et avec lesquelles on a pu les accompagner.
Rappelez le pays à 4, donc toujours même situation, l'AMI, solution de billetterie innovante, est clos. On attend toujours l'ouverture de l'appel à projet pour le financement de la deuxième phase. L'appel à projet alternative verte, on attend une deuxième vague sur cet appel. Par contre, concernant les appels à projets sur l'expérience augmentée du spectacle vivant et sur la numérisation du patrimoine et de l'architecture, la vague 2 est en cours, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous envisagez de déposer un dossier, qu'on voit comment on puisse vous aider, de faire en sorte que votre dossier soit le plus optimal possible. Le service numérique innovant, malheureusement, est terminé. Je vous rappelais deux communautés auxquelles je vous invite à vous connecter. C'est la French Touch, qui est la communauté portée par BPI France pour les industries culturelles et créatives, et l'Institut français avec l'IA Digital qui permet de mettre en avant aussi vos initiatives, soit de projets culturels ou en tout cas numériques, soit votre structure elle-même. Rappelez aussi les financements du Centre national du livre. J'en ai déjà évoqué plusieurs fois, mais vous avez des possibilités d'aide notamment en lien avec le numérique, donc sur du livre audio, sur des services numériques ou de la publication numérique. Donc c'est ouvert jusqu'au 8 septembre. Deux appels à projets que je n'avais pas encore évoqués, portés au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, donc en lien avec la tech, donc pour tout ce qui est formation. Donc un appel à manifestation d'intérêt à innovation dans la forme scolaire, qui est ouvert jusqu'au 1er avril 2022, qui favorise la transformation de l'enseignement scolaire et de proposer des innovations dans les formes d'organisation et de gestion. Donc, n'hésitez pas à vous approprier le cahier des charges et revenir vers moi si vous désirez aussi un accompagnement du pôle. Idem pour les dispositifs France Formation Innovation Numérique, qui est ouvert jusqu'au 29 avril avec des durées de projet attendues de 36 mois pour des dépenses éligibles jusqu'à 500 000 euros, non pas jusqu'à, à partir de 500 000 euros minimum. Sur les aides complémentaires, je vous invite aussi à rester en phase avec les aides du CNC et du Centre national de la musique. Par rapport aux aides du CNC, on en a déjà évoqué certaines assez régulièrement. Vous rappelez le soutien financier aux aides techniques, le CNC RIAM ou le dispositif pour la création artistique, multimédia et numérique, donc plus en lien avec les artistes, qui est le DICREAM, ou le fonds d'aide aux expériences numériques, donc qui peuvent être des aides pour des expériences assez novatrices en termes d'exploitation de technologies et de création de contenu. Et plus largement, je vous ai mis le lien aussi vers les aides potentielles du CNC, sachant que ça ne couvre pas uniquement les aides concernant l'innovation, mais aussi pour toute valorisation de contenu. Concernant le Centre national de la musique, pas le CMN, mais le CNM, je vous ai fait un focus sur le soutien à l'innovation qui est avec deux dates de dépôt encore, le 5 avril et le 13 septembre, qui permet de soutenir tout type d'entreprise en lien avec des applications dans le domaine de la musique et de l'audio, notamment dans le cadre du champ d'activité soutenu par le Centre national de la musique. Donc, idem, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez qu'on avance sur un dossier éventuel. Et plus largement, je vous invite à consulter toutes les aides que peut proposer le Centre national de la musique aussi en termes de formation ou d'aide spécifique par rapport à votre activité. Petit rappel sur les aides BPI France qui sont plus génériques, moins ciblées industrie culturelle et créative, mais qui sont une source de financement potentiel. Donc le concours Innov qui est ouvert encore jusqu'au 22 mars, j'en avais déjà parlé. Et idem pour le IDEMO qui est ouvert jusqu'au 3 mai. Donc c'est pour des projets un peu plus emblématiques. Un mono-entreprise pour Innov, IDEMO qui peut être mono-entreprise ou collaboratif pour des montants qui vont de 1,5 million à 5 millions pour le Innov ou à partir de 2 millions pour le IDEMO. Autre appel à projet, le fonds d'aide aux jeux vidéo, j'avais déjà évoqué l'aide à projet mémoire du 20e et 21e siècle en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc des appels un peu spécialisés par rapport aux jeux vidéo, par rapport à une approche patrimoniale au niveau de la région. Et enfin, un focus sur les opportunités européennes. J'avais évoqué les grands projets de IT, Culture et Creativity et New European Bows, donc qui sont des initiatives européennes pour fédérer des écosystèmes, je dirais, à grande échelle.
Mais ce qui vous intéresse certainement plus, c'est les possibilités de financement au niveau d'Europe Média ou d'Horizon Europe. Dans ce qui concerne Horizon Europe, il y a surtout les appels à projets du cluster 2, culture, créativité et société inclusive, qui vont au-delà des industries culturelles et créatives, mais qui englobent une vision plus sociétale, en tout cas des financements de projets. Je vous ai mis les liens aussi du guide interactif Culture EU et de la plateforme européenne Funding and Tender Opportunities, qui vous permettent de retrouver tous les appels à projets que j'ai recentralisé sur ces slides pour vous donner un petit peu une vision des thématiques concernant ces appels à projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était juste pour vous préciser qu'ils sont à votre disposition et que si vous voulez investiguer et aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi pour qu'on vous aide et qu'on vous accompagne sur ces dispositifs. Donc voilà, sur la partie Horizon Europe, sur la question démocratie, heritage, transformation. Concernant Europe Média, Europe Créative, pardon, sur les appels médias, je vous ai rajouté aussi par rapport au mois dernier les appels à projets récemment ouverts que sont Market and Networking, European Film Sales et European VOD Networks and Operators. Et je vais passer la main à Anne-Sophie pour nous présenter le programme d'incubation de l'unité. Merci beaucoup David. Bonjour à tous. Donc merci beaucoup de nous inviter. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement du programme d'incubation de Link et de notre appel à candidature qui est ouvert en ce moment. Petite précision, je parle de Link et du Labo de l'édition qui sont deux plateformes d'innovation de Paris & Co très proches, qui sont presque plus que jumelles, presque siamoises. Donc ce qui vaut pour Link vaut aussi souvent pour le labo de l'édition. J'y reviendrai tout à l'heure. Paris & Co d'abord. Donc c'est l'agence de développement économique de Paris et de la métropole. Nous ne sommes pas ni la ville ni la métropole, on est une association. Loi 1901, qui regroupe un petit peu moins d'une centaine de collaborateurs, qui agit principalement sur le territoire de la métropole francilienne. En tout cas, toutes nos implantations géographiques sont sur la métropole et on bénéficie ou on est financé de façon mixte, un petit peu par des fonds publics, à peu près un tiers de notre budget, à peu près un tiers par des grands groupes et des partenaires. Et puis, le dernier tiers, c'est des financements de nos clients, les startups qu'on accompagne. Une petite photo globale de Paris & Co et des grands univers de Paris & Co sur lesquels on intervient. Paris & Co regroupe une grosse douzaine d'incubateurs qui sont sectorisés. Donc, on a un pôle vitalité avec tout ce qui va être sport, food, santé et handicap. Un pôle dédié aux solutions entreprises sur la finance et les transformations RH. Un pôle ville durable, c'est principalement l'Urban Lab, mais aussi de l'innovation sociale avec l'Arc de l'innovation. Et le pôle qui nous intéresse et qui nous concerne tous, c'est le pôle divertissement. Dans le pôle divertissement, on a 5 incubateurs. Link sur les industries culturelles et créatives, le labo de l'édition, comme son nom l'indique, sur l'édition, et on travaille aussi de façon très proche avec le Welcome City Lab sur le tourisme et tout spécialement le tourisme urbain, le French Event Booster sur l'événementiel plutôt B2B et Level 256 sur l'e-sport. Ces différents univers, c'est un peu un système de poupée russe. Nous, chez Link et chez notre frère jumeau du labo de l'édition, on est vraiment dans la communauté des ICC. On est très proche de nos collègues du divertissement avec lesquels on travaille de façon super approfondie, et les startups qui vont être incubées ou les partenaires qui sont partenaires d'un incubateur vont être vraiment dans une certaine porosité dans cet univers. Et puis évidemment, plus largement, les autres communautés de Paris & Co sont juste à une poignée de main. Quelques petits chiffres clés sur la taille. Donc, je disais qu'on est à peu près une centaine de collaborateurs, un petit peu moins. Chaque année, chez Paris & Co, on va accompagner entre 450 et 500 startups.
plus des projets d'accélération, d'innovation, d'expérimentation sociale, etc. Et une centaine de partenaires, de grands groupes et d'institutionnels avec lesquels on travaille. Alors, maintenant, je vous parle un petit peu plus précisément des contenus et des industries créatives et culturelles. On a donc une seule offre d'accompagnement qui est portée dans 2 lieux complémentaires. Alors pourquoi 2 lieux? Parce que c'est le sens de l'histoire. Le labo de l'édition existait avant l'incubateur Link. Il est installé dans le 5e arrondissement et le labo de l'édition, c'est une plateforme qui va à la fois faire de l'incubation de start-up, avec à peu près la place pour accompagner une petite dizaine de startups. Mais le labo de l'édition a aussi des missions d'accompagnement de la transformation de toute la filière de l'édition. Donc, ce n'est pas uniquement de l'incubation de start-up. Nous, chez Link, alors je dis nous parce que je travaille chez Link, évidemment, chez Link, on va accompagner plus largement toutes les industries culturelles et créatives dans un incubateur qui est beaucoup plus grand, puisqu'on a on occupe 2000 mètres carrés dans un grand immeuble cargo qui est au nord de Paris, dans le 19e arrondissement. Et du coup, nos 2 plateformes vont travailler ensemble pour accompagner toutes les startups qui créent des contenus originaux, toutes les startups qui développent des outils au service de la création ou la diffusion de ces contenus. L'équipe de Link et du labo, donc on est 5 vraiment spécialisés sur ces thématiques. Catherine Perrault, qui est responsable du Link, Nicolas Rodelet, qui est responsable du labo de l'édition, moi-même qui suis en charge de l'incubation des startups chez Link, Roxane Bittard et Laurie Etève sont, en ce qui les concerne, en charge de la communication, l'une pour le labo de l'édition et l'autre pour le Link. On travaille avec différents partenaires. On a 4 membres fondateurs avec lesquels on travaille de façon assez approfondie au quotidien, puisqu'ils sont membres de notre comité de pilotage, mais aussi membres de notre comité de sélection. Donc, c'est ces 4 partenaires qui vont venir choisir choisir, oui, et évaluer les pitchs des startups. Donc, le groupe Banijay sur la production audiovisuelle, la Banque des territoires, Média Participation qui est à la fois sur l'édition, la presse, le jeu vidéo, et puis Vivendi qu'on n'a pas besoin de présenter en général. En dehors ou au-delà de ces membres fondateurs avec lesquels on travaille au quotidien, on est aussi bien implanté dans tout cet écosystème de partenaires des industries créatives et culturelles avec lesquels, qui nous connaissent bien, qu'on connaît bien et avec lesquels on est en partenariat au quotidien. Alors, je vais vous expliquer comment candidater. Avant ça, je vais boire une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Alors, je vous explique comment candidater dans l'incubateur et puis après, je vous explique un petit peu ce qu'on propose comme accompagnement dans le cadre de l'incubateur. Donc, Link va être en mesure d'accueillir et d'accompagner toutes les startups qui portent un projet numérique innovant dans le secteur des industries créatives et culturelles. Après, la façon dont nous, on définit ce secteur des ICC, c'est globalement les 8 secteurs que vous voyez apparaître à l'écran. On n'est pas nécessairement exhaustif sur tout ce qui peut rentrer dans les industries culturelles, mais voilà, on est beaucoup sur l'audiovisuel, l'édition, l'EdTech, le jeu vidéo, les médias avec un programme assez spécifique sur les médias, la musique, le son et le spectacle vivant. Les entreprises qui vont pouvoir postuler chez Link sont des startups ou des projets en développement qui développent un produit ou un service dans l'un de ces secteurs, ou bien qui ont une solution ou un service numérique qui peut s'appliquer à ces secteurs. Je pense notamment à tout ce qui va être solution logicielle.
Pour candidater, il y a deux façons, de rentrer dans l'incubateur. La première, c'est, de s'intégrer dans notre appel à candidature annuel, qui est lancé, en ce moment même, ce qui, m'amène à vous faire cette présentation aujourd'hui. Donc, l'appel à candidature, est ouvert, jusqu'au 12 avril. Ça veut dire que vous avez jusqu'au 12 avril pour déposer une candidature sur, notre plateforme, de candidature, hein, dont l'adresse, apparaît sur l'écran. Les comités de sélection auront lieu la deuxième quinzaine de mai, et ça veut dire que les startups qui seront choisies lors de cet appel à candidature pourront intégrer l'incubateur en juin ou en juillet. Éventuellement à la rentrée, mais l'idée c'est plutôt d'intégrer cette nouvelle promo avant l'été pour pouvoir commencer à travailler ensemble tout de suite. Chez Link, on ne limite pas nos candidatures à cette période d'appel à candidature annuelle qui est assez restreinte, et on a aussi, hein, je le mentionne, la possibilité d'accepter des candidatures tout au long de l'année au fil de l'eau pour mieux se caler et mieux voilà, pour se caler sur le calendrier des entreprises et pas uniquement le calendrier de l'incubateur. Alors, les dispositifs d'accompagnement. Chez Paris & Co, je l'ai dit tout à l'heure, on est une association, donc association loi 1901. À aucun moment on investit dans les startups. On se positionne vraiment en tant que prestataire de services, et on est là pour vous apporter une prestation d'accompagnement sans prise de capital. On va facturer cet accompagnement, mais on ne va pas prendre de part. On a deux grands types d'accompagnement pour les startups. Le premier accompagnement, c'est un accompagnement amorçage, alors qui ne va pas forcément vous concerner, vous, aujourd'hui, puisque l'amorçage est réservé aux entreprises qui ont moins de 3 ans. Et l'amorçage, c'est le dispositif d'accompagnement qui est éligible à la subvention PIA, qui nécessite que les entreprises soient installées en Île-de-France, soient immatriculées en Île-de-France et installées concrètement dans l'incubateur. Donc l'amorçage qui est plutôt pour les boîtes qui sont en création, à la recherche de leur modèle, en train de définir leurs solutions, facturer leurs premiers clients, etc. Cet accompagnement dure 12 mois. Le deuxième dispositif d'accompagnement que Paris & Co propose, c'est un accompagnement qui s'appelle le décollage. Celui-ci est moins strict. Je pense qu'on peut dire moins strict dans ces conditions, puisque on va s'adresser à des entreprises qui sont plus matures et qui ont déjà fait la preuve de leur concept, qui ont déjà commencé à facturer du chiffre d'affaires et qui viennent nous voir pour accélérer leur développement, pour venir chercher de nouveaux marchés. Ça peut être venir se rapprocher de partenaires sur le marché francilien, ça peut être partir à l'international, ça peut être lever des fonds ou opérer une deuxième levée de fonds. Et ce décollage, finalement, il a moins de critères d'âge. On va plus estimer la maturité de l'entreprise à partir du moment où l'entreprise est dans cette phase de développement, sans que ce soit nécessairement une question de date de naissance ou de nombre d'années de l'entreprise. On va pouvoir l'intégrer sur un accompagnement décollage qui peut durer entre 12 et 24 mois. Alors, je reviens juste sur ma slide précédente pour mentionner qu'on a aussi un programme d'accélération. C'est vraiment au passage. On a des programmes d'accélération pour les porteurs de projets dans l'édition ou dans les médias, donc des projets qui sont vraiment beaucoup moins matures. L'offre d'incubation chez Paris & Co, donc comme je le disais tout à l'heure, pas de prise de capital, un accompagnement qui va être individuel et collectif et qui va être transversal et sectoriel. Donc accompagnement individuel, c'est vraiment les experts de l'incubateur, donc l'équipe que je vous ai présentée tout à l'heure. Un accompagnement collectif, soit dans l'incubateur avec des ateliers inter-startup ou des interventions d'experts ou de corporate qui viennent rencontrer les startups de Link. On a aussi un accompagnement transverse qui est opéré par une équipe qui s'adresse à toutes les startups de Paris & Co et qui va
mettre en place des prestations d'accompagnement sur tous les sujets qui concernent tous les entrepreneurs, quel que soit leur secteur d'activité, que ce soit du RH ou du juridique ou de l'UX, tout ce qui va être non spécifique à votre secteur d'activité va être opéré par une équipe dédiée. En complément de cet accompagnement, donc individuel ou collectif, transverse ou sectoriel, Paris & Co va vous proposer d'accéder à des partenaires privés ou institutionnels, d'accéder à des offres négociées, enfin des deals avec des prestataires de services. On va pouvoir vous donner accès à des locaux. Alors, si vous êtes en amorçage, l'accès aux locaux, il est imposé. Si vous êtes en décollage, c'est une proposition de venir prendre des locaux dans l'incubateur. Évidemment, on propose de l'accompagnement au financement et à la levée de fonds et on va vous apporter aussi des opportunités en termes de visibilité. L'un des intérêts, à mon sens, d'être incubé dans un incubateur tel que Paris & Co, ça va être le fait de pouvoir se rendre visible, de bénéficier de ce label ou de cet écosystème qui vous permet d'être moins anonyme ou perdu parmi d'autres entreprises. Tout ceci a un coût, puisque je disais tout à l'heure que les startups participent au financement de l'incubateur. En amorçage pour les entreprises donc, qui ont moins de 3 ans et qui peuvent demander une subvention PIA, le prix de l'accompagnement il va être de 12 000 € à l'année, alors qu'en décollage, le prix de l'accompagnement va être de 5 000 € à l'année, avec un hébergement qui devient optionnel dans l'incubateur. J'en ai terminé avec ma présentation. Je vais simplement vous redire que donc je suis à votre disposition si vous avez des questions à la fin de ce webinaire. Et pour vous dire aussi que je reste disponible en dehors de ce webinaire si jamais vous êtes intéressé pour avoir un peu plus de détails sur l'offre d'accompagnement de Link. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Anne-Sophie. Et sans transition, je passe la main à François et Alexandre qui sont en train de bouillir d'impatience pour présenter leur société. Allez, c'est à vous. Je vais commencer, c'est plutôt moi qui vais faire la présentation des slides et puis Alexandre va se présenter aussi entre les deux parce que ce sera plus facile de le faire en son nom. Donc on est tous les deux les cofondateurs d'une société qui s'appelle Leftangle. Avant de parler un petit peu plus de l'activité et surtout du produit sur lequel on travaille et qui sortira très bientôt, on va aller à Las Vegas fin avril, notamment dans un grand salon qui s'appelle le NAB, qui est un peu la grand-messe de l'audiovisuel professionnel. On va pouvoir le présenter et le logiciel sortira tout de suite après. Donc, j'ai d'abord laissé Alexandre se présenter. Bonjour, du coup, oui, cofondateur avec François, on s'est rencontrés aux alentours de 2014 quand avant on développait un logiciel open source qui s'appelle Natron, que David connaît bien. François était alors utilisateur du logiciel que je développais au sein du laboratoire Enria. Et puis, par force de connivence et d'idées communes, on a décidé de travailler à un produit novateur qui permet de répondre à un certain nombre de problèmes sur le métier motion design, du broadcast et de la production de post-production. Et donc, on a décidé de commencer un logiciel fin 2017 et puis aujourd'hui, en 2022, on passe enfin à table. Voilà, donc on est assez impatient de pouvoir sortir ce logiciel-là sous peu et j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Ok, je reprends la main. Donc, moi, j'ai un passé un petit peu hybride puisque j'ai commencé à travailler en 98 dans le domaine de ce qu'on appelle le broadcast. Alors, le broadcast, c'est l'audiovisuel professionnel, c'est-à-dire notamment les chaînes de télé en post-production. Mais j'ai aussi bossé en parallèle pour des films, pour des effets visuels, pour le cinéma. Ces deux catégories, alors avant, il y avait une limite très marquée entre le cinéma d'un côté, la télévision, les technologies web émergentes. Aujourd'hui, on a quand même une convergence de toutes ces industries, notamment d'un point de vue technique, qui utilisent la plupart du temps
pour grande partie d'entre elles les mêmes logiciels. Et donc, c'est aussi l'intérêt de lancer une nouvelle solution. C'est une solution qui a été pensée aujourd'hui en fonction des besoins d'aujourd'hui, étant donné que la plupart des acteurs qui sont dans ce métier au niveau logiciel ont plus de 30 ans, bien souvent. On a, je vais en parler un petit peu après, un grand concurrent en face de nous qui s'appelle Adobe After Effects, qui est donc fait par l'éditeur de Photoshop, hein, pour simplifier, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une sorte de Photoshop pour l'image animée. Et en fait, ce qu'on sait peu, c'est que After Effects est plus vieux que Photoshop. Donc, c'est un logiciel qui a été développé avant et qui ensuite a été racheté par Adobe. Mais en fait, c'est un logiciel qui a commencé à être développé avant. Donc, c'est un logiciel qui a plus de 30 ans. Et c'est actuellement le logiciel qui domine le marché et en face duquel on va essayer de proposer une alternative, en tout cas, au mieux. Donc voilà, moi j'ai un passé un peu hybride parce que j'ai fait aussi pas mal de développement. Mon père était développeur et ma mère graphiste, alors j'ai eu l'occasion de baigner des deux côtés de la barrière. Et donc c'est assez intéressant quand on discute avec Alexandre parce que ça nous permet d'avoir un discours commun. Au moins, je n'ai pas les capacités de programmation du reste de l'équipe. On est 9 maintenant dans l'équipe, donc on a quand même pas mal grandi depuis la création, notamment de par l'obtention justement de concours comme iNov, iLab et RIAM, CNC RIAM, qui nous ont permis d'embaucher pour avancer plus vite dans le développement. Donc voilà, on est très, très content de ça parce qu'on a une super équipe maintenant et on veut la garder, en tout cas. Donc, on développe une nouvelle solution graphique qui s'appelle Autograph, donc qui est un logiciel de création graphique animé 2D, 3D. Alors, pourquoi j'insiste sur le 2D, 3D? Il y a un côté hybride dans notre solution qui est relativement rare dans ce métier. C'est-à-dire que le domaine de la post-production, du graphisme animé de manière générale, que ce soit dans le domaine des effets visuels ou dans le domaine de ce qu'on appelle le motion design, donc c'est un mot qui va revenir assez souvent, qui est l'animation graphique afin de faire passer un message, qu'il soit publicitaire ou autre, c'est pas forcément à des fins publicitaires. Ces outils en tout cas, ces industries font souvent appel à des outils très spécifiques, des outils qui vont servir à animer du texte, qui vont servir à animer des éléments 2D, donc des images, des vidéos, ce genre de choses. Et puis, dès que vous voulez avoir des éléments 3D, des objets dont vous faites un rendu 3D à la volée, ce genre de choses, c'est souvent des solutions à part. Donc, il y a une double problématique à ça. Déjà, problématique budgétaire. Il faut acquérir les deux logiciels pour pouvoir faire ce genre d'animation. Une problématique aussi de connaissance et d'apprentissage, puisque notamment pour les personnes qui sont indépendantes, les motion designers en freelance notamment, ils doivent apprendre les deux logiciels. Et c'est souvent très compliqué, c'est une charge d'apprentissage assez importante pour les graphistes, au-delà bien sûr de la charge pécuniaire que ça la demande pour l'achat des licences. Il y a aussi un truc qui est assez rare, c'est la possibilité de permettre à des personnes qui sont non développeurs dans cette activité de se créer ses propres outils. C'est-à-dire lorsqu'on a par exemple, lorsqu'on fait des tâches très répétitives et qu'on a envie de les automatiser, qu'on a envie de gagner du temps sur ces aspects, ça demande généralement d'avoir des connaissances en programmation pour aller mettre les mains un petit peu dans le logiciel lorsque cela est permis, lorsque le développeur a pensé à mettre des portes d'accès, on va dire, techniques pour que les gens puissent aller mettre les mains dedans. Et ça, généralement, c'est le boulot du programmeur. Donc, les gens qui n'ont pas la possibilité de connaître ces langages de programmation n'ont pas la possibilité de se faire des macros, l'équivalent des macros, si on voulait reprendre un parallèle avec le monde de la bureautique. Donc, on a essayé de penser notre logiciel pour que justement toutes ces fonctionnalités soient accessibles aussi pour les non-techniciens, qui représentent une grande partie de cette industrie. On a beaucoup d'artistes qui parfois, d'un point de vue technique, savent s'exprimer artistiquement de manière très profonde en allant assez loin, mais lorsqu'il s'agit de discuter de compression d'image, d'automatisation, ce genre de choses, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis un dernier point aussi qui peut paraître un détail, mais qui est très important, on est multiplateforme, Windows, Mac et Linux. Et actuellement, ce type de logiciel, donc de création graphique, qui ressemble au nôtre et qui ressemble à After Effects, puisque c'est notre concurrent direct, n'existe pas sur Linux. Il n'y en a pas, en tout cas pas de ce niveau-là. Et
on a remarqué avec le temps, et notamment de par la solution qu'on avait développée avec Alexandre avant, qui était Natron, qu'il y avait une énorme demande justement sur ces passages, sur ces systèmes alternatifs tels qu'est Linux. Donc, on a plusieurs cibles. Le domaine des effets visuels, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est les trucages pour la série, pour les films, voilà, dès qu'il s'agit de faire ce qu'on appelle des effets spéciaux. Alors, il y a souvent un abus de langage. Les effets visuels, c'est ce qui se fait justement sur les ordinateurs. Les effets spéciaux, c'est ce qui se font sur le plateau. Donc, j'insiste bien sur le terme effet visuel. C'est un de mes grands combats dans ma carrière, de faire comprendre la différence entre les deux. Et puis, le motion design, donc là, c'est plus ce qu'on a sur la gauche, c'est-à-dire des éléments qui pop, qui tournent, qui font des animations colorées, souvent avec du texte. Donc, on a aussi développé pas mal d'outils pour l'animation de texte. La communication sur notamment les réseaux sociaux. Et là, il y a une problématique qui a émergé il y a 5-6 ans, un petit peu plus avant, mais qui est vraiment une problématique majeure aujourd'hui, c'est le problème du multiformat. C'est-à-dire que lorsque vous faites un programme, il faut que vous le pensiez pour la personne qui va le regarder dans son salon, mais il faut aussi le penser pour la personne qui va le regarder sur son smartphone en mode vertical ou sur un iPad hors 4 tiers. Bref, vous avez à chaque fois des formats d'écran et d'orientation d'écran qui sont différents. Et la grande problématique aujourd'hui, c'est que pour répondre à tous ces multiformats, eh bien, il faut faire des multi-projets, c'est-à-dire en gros tout recommencer depuis zéro à chaque fois, ou quasiment depuis zéro. Et donc, avoir des projets qui, dès leur création, sont hybrides, ont été pensés pour s'adapter, c'est une problématique à laquelle Internet, enfin en tout cas le web, les développeurs web ont répondu depuis très longtemps. Il y a un concept qui s'appelle le responsive design dans le web. Maintenant, lorsque quelqu'un crée un site web, il ne se pose plus la question de savoir si on va le regarder sur le mobile ou sur un ordinateur. Les sites web sont hybrides. La vidéo, c'est un peu plus compliqué et pour l'instant, il n'y avait pas véritablement de solution qui était pensée pour ça. Donc, ça, c'est vraiment un élément sur lequel on a mis beaucoup d'efforts qui permet de définir en fait une animation qui va se comporter différemment dès la création selon justement les formats de sortie qu'on va lui imposer. Et puis, un autre marché qui découle un petit peu de celui que je viens d'évoquer, qui est notamment la communication sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est celui de la campagne massive de vidéos personnalisées. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus. Là, j'ai une slide spécialement pour ça, pour bien comprendre le principe. Il y a un marché de la vidéo qui se développe de plus en plus parce que c'est un médium qui est de plus en plus utilisé, notamment par le commerce et par les industries pour faire passer des messages. Le problème auquel ces industries font face, c'est généralement la personnalisation du message. On va vous indiquer, par exemple, que vous avez telle promotion dans tel magasin, et c'est toujours très global. Ça peut être localisé à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un magasin, à l'échelle d'un lieu d'achat, mais là où on veut descendre encore plus profond, en tout cas où ces industries veulent descendre encore plus profond, de manière plus précise, c'est de s'adresser à une personne en particulier. Donc là, dans l'exemple qu'on a ici, alors on n'a pas d'action particulière chez Casino, hein, mais on a fait un projet test en fait en partenariat avec le groupe qui ne contient pas que Casino, qui est un énorme groupe, qui a aussi ses discounts, mais qui a aussi une banque à elle. Enfin voilà, c'est vraiment un très gros groupe et justement, je vais évoquer un petit peu cette problématique de groupe. Et donc, ici, on peut se rendre compte sur la première vignette qui est à gauche qu'on a une animation d'entrée qui est le logo Casino et qui est commune à tout le monde. Et ensuite, on a un message où on dit « Bonjour madame » ou « Bonjour monsieur » et on s'adresse à vous avec votre nom et avec toutes les informations que pourrait avoir l'industrie dans une base de données sur vous. En fait. Donc, imaginez par exemple Leclerc qui va vous indiquer à la fin de l'année qu'il vous reste 500 points sur votre carte de fidélité et vous pouvez avoir un fer à repasser. Eh bien, on va vous envoyer une vidéo à vous avec votre nombre de points, le cadeau que vous allez recevoir. Et donc, on peut le voir au centre, on a 2 branches, mais on pourrait en avoir en fait des millions qui vont se séparer pour personnaliser le message. Et ensuite, on revient sur quelque chose de commun. Donc, il n'y a pas forcément 2 branches qui continuent tout le long. On peut revenir à des messages communs entre les deux et ensuite repersonnaliser. Mais en tout cas, voilà, cette volonté de véritablement personnaliser le message, c'est quelque chose qui est très, très, très latent dans les industries, notamment de la grande distribution, bien évidemment, et dans les stratégies de groupe. Donc là, c'est la deuxième partie qui est en dessous. Le montage doit être contextualisé. Eh bien, dans le cas du groupe Casino, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui vient juste faire ses courses chez Casino, mais on peut aussi avoir quelqu'un qui utilise en même temps l'appli Casino et qui en même temps utilise leur banque qui s'appelle Floabank. Et donc, le message qu'on va lui envoyer va soit dépendre des offres auxquelles il a déjà souscrit,
soit lui dire hey, tu n'as pas encore souscrit à cette offre et tu sais, on peut te proposer aussi une carte de crédit et ce genre de choses. Donc, voilà. Donc toutes les informations, et elles sont nombreuses, qui sont accumulées sur les clients de ce type de groupe peuvent être utilisées. En tout cas, c'est une volonté de ces industriels de les utiliser pour communiquer à leurs clients de manière beaucoup plus précise. Voilà. Et pour ça, eh bien, il faut faire des sortes de projets donc, qui vont être contextualisables, des projets génériques qu'on va pouvoir spécifier pour chacune des personnes. Et ça, eh ben, c'est ce qu'on appelle les templates. Donc, c'est un anglicisme, on pourrait appeler ça des modèles en français. Hein. Donc, le but, eh bien, c'est d'utiliser notre outil graphique donc, qui s'appelle Autographe, de prendre ces projets qui ont été pensés pour être personnalisés. Donc là, ce qui est très intéressant chez nous, c'est qu'on permet directement de connecter ce projet aux bases de données, aux fichiers Excel, aux fichiers CSV, bref, à la data extérieure. Et ça, c'est quelque chose aussi qui n'existe pas chez la concurrence. C'est la connexion à la data de par tous les systèmes de connexion et de transmission web qui existent. Et une fois qu'on a fait ça, on le package, donc on en fait un template. Et ensuite, soit de manière manuelle par quelqu'un qui n'est pas technicien, soit de manière automatique par justement un serveur qui pilote les bases de données. Ce projet n'est plus représenté dans sa complexité intérieure, mais juste avec une espèce de panneau de contrôle qui est présenté en façade, comme le nom, le prénom ou le numéro de client. Et juste en changeant ça, à la manière d'un formulaire, par exemple Excel ou un formulaire web de contact, eh bien, on va pouvoir juste remplir les champs, piloter ce projet et produire la vidéo pour ce client en particulier. Donc, soit on le fait de manière manuelle parce qu'on le fait, par exemple, pour quelqu'un qui aurait une boulangerie et qui aurait des clients, vraiment une petite PME ou un comptable et qui aurait besoin de communiquer avec ses clients, par exemple, pour leur souhaiter la bonne année. C'est peut-être quelque chose qu'il peut faire de manière manuelle. Et puis derrière, nous, on va proposer des services qui permettent de le faire de manière automatique. Donc pour ça, on essaie de proposer une solution qui soit la plus rapide possible et la plus optimisée, parce que quand il faut générer des millions et des millions de vidéos, les temps de calcul qui sont demandés par la machine pour produire cette vidéo doivent être les plus faibles possibles. Et ça aussi, c'est un avantage qu'on essaie d'avoir sur nos concurrents directs, c'est la vitesse de calcul. Parce qu'actuellement, il existe des sociétés qui proposent ce genre de service, notamment basés sur Adobe After Effects, et les temps de calcul parfois, et surtout la création du projet demande des compétences techniques qui ne sont pas nécessaires avec notre solution. Voilà. Donc, pour automatiser un projet After Effects, il faut passer par des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui sont généralement des agences. Et le but, c'est de permettre à tout à chacun de créer cette automatisation et cette templatisation sans avoir notamment de connaissances en programmation. D'où l'outil de pilotage justement qui est spécifié ici. Donc, eh bien, pour conclure, je dirais que notre positionnement marché, c'est d'avoir un nouveau logiciel graphique plus rapide et plus précis. Alors, ça dit comme ça fait des arguments un peu en l'air, mais je vous ai expliqué quel était l'intérêt d'avoir cette accessibilité. Nos cibles, ce sont les grandes agences, qu'elles soient grandes ou plus modestes, hein, les agences de manière générale. Et le but est justement de leur redonner leur indépendance. C'est-à-dire que les agences qui travaillent pour ces grands groupes, elles ont les capacités graphiques de créer des projets avec After Effects pour ces grands groupes, mais l'automatisation et le pilotage, généralement, elles doivent le déléguer justement à un tiers. Et donc, elles perdent de leur indépendance. Elles perdent de leur relation directement avec leurs clients qu'elles ont établi pendant des années et qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Et puis aussi, on propose d'avoir une efficacité plus importante au niveau des graphistes indépendants, c'est-à-dire les motion designers freelance qui, justement, doivent produire vite et toujours avec de moins en moins de temps. Je l'ai été pendant une bonne dizaine d'années, donc je sais, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de moins en moins de budget et on nous demande de produire de plus en plus vite, notamment les versions pour les réseaux sociaux. C'est une problématique qui n'est pas encore rentrée dans la tête des producteurs et des clients. Ils vous demandent de faire une animation en 16/9 classique pour votre télé de salon et à 2 heures de vous livrer où vous allez livrer le produit, ils vous disent « Ah, tu me feras la version Twitter aussi ». Non, je ne vais pas te faire la version Twitter parce que le texte que j'ai mis va se faire couper sur les bords. Et voilà. Donc, il y a un réel besoin d'outils novateurs pour permettre de répondre à toutes ces nouvelles demandes et de globaliser justement la création. Et puis, tu peux aussi parler du multilingue. Je peux aussi parler du multilingue, effectivement, parce que le fait de connecter les projets aux bases de données, ça permet justement d'avoir des champs qu'on va pouvoir localiser en anglais, en français, en allemand, en chinois, en arabe, en ce que vous voulez. Et donc, toujours en utilisant le même modèle. Donc voilà,
la connexion à la data extérieure, ça va permettre de résoudre tout un tas de problèmes, que ce soit effectivement pour le multilingue, que ce soit pour la localisation parfois de graphiques ou ce genre de choses. Voilà. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la création hybride de D3D, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de aller chercher des éléments 3D, directement les intégrer au sein de la pile d'éléments 2D, tel que le fait actuellement After Effects, mais juste avec des éléments 2D, et puis de calculer ces éléments 3D et les intégrer en une seule passe à la 2D. Voilà. Et donc, je l'ai dit avec la vidéo personnalisée, la production de masse, voilà. Qui pour l'instant est fait avec des bouts de ficelle et pas très bien, et surtout qui n'arrive pas à convaincre les grands industriels. J'ai bossé pendant une dizaine d'années pour Leclerc, et le patron de Leclerc, il est super content que le concept existe, mais il n'y va pas tant qu'il n'a pas vu une solution qui fonctionne. Où c'est pas fait justement avec des ajouts sur un logiciel existant. S'il y a une solution tout en main que peuvent piloter les agences et où les agences sont reines, dans ces cas-là, ça va permettre justement à ces industriels d'y aller parce qu'ils auront la preuve qu'il y a un système qui a été pensé pour ça. Voilà, bah écoutez, j'ai fini ma présentation. Si Alex, tu veux rajouter quelque chose. Et puis bien sûr, on est là pour répondre à toutes vos questions, et notamment les tiennes, David. Non, j'ai une ou deux questions là, en dessous. Oui, non, avant que je pose mes propres questions, qui sont vraiment là, des jokers, hein, Très bien. je privilégie les questions du public. Quel est le modèle de licence imaginé pour le logiciel, notamment dans le contexte des campagnes en masse, et qu'on pourra piloter Autograph sur nos propres serveurs, ou devra-t-on passer par les services cloud de Leftangle? Alors, du coup, le modèle de licence du logiciel, on est à la fois sur des licences perpétuelles, donc c'est-à-dire que vous achetez la version, vous en êtes propriétaire, vous avez le droit à des updates pendant 12 mois. Alors, sachant qu'on fournit également des services cloud associés, services cloud qui, du coup, si vous achetez la version perpétuelle, sont disponibles pendant 12 mois. Ensuite, il faut renouveler pour continuer de pouvoir y accéder. Et aussi des licences sur abonnement disponibles. Donc là, vous pouvez aussi choisir de vous abonner, soit sur des engagements de 12 mois, ou soit au mois pour si besoin, sur un projet, de rajouter des licences sur quelques mois. Donc on offre vraiment un modèle ambivalent qui, on l'a bien compris, est assez problématique pour les clients de chez Creative Cloud qui sont obligés de s'abonner pour tous leurs logiciels. L'autre partie, donc les services cloud on a un petit peu mentionné, les services de vidéo personnalisés. Donc les services cloud qui vont venir là avec Autograph à sa sortie, ça reste aujourd'hui donc un service de stockage. Donc on va offrir des espaces de 100 gigas de stockage qui vont permettre de stocker les assets, les ressources qui sont associées à des projets, et de pouvoir partager un petit peu, alors à la manière dont, je ne sais pas si vous connaissez Frame.io, c'est une société qui permet de faire justement du stockage et de la distribution de projets de façon itérative pour pouvoir avoir de la review auprès de ses clients le plus rapidement possible et le plus facilement possible pour éviter les retouches et les longueurs dans la création de projets. Donc, nous, on se concentre sur ces services-là au niveau du cloud. Et en parallèle, donc vous parlez des campagnes de masse. Donc ça, c'est un projet donc aujourd'hui, Autograph est tout à fait capable de de se connecter à des bases de données et à partir d'un template de cracher, rendre des vidéos multiples. Aujourd'hui, ce service-là, on se le réserve à nous, puisque nous développons notre plateforme produit qui va s'appeler Reach, qui va permettre justement aux agences de pouvoir, via nos serveurs, piloter la distribution de masse de ces vidéos-là. Pourquoi nous voulons jouer cette carte-là? Déjà parce que nous sommes propriétaires du logiciel, et puis parce que nous avons développé une technologie qui nous permet de compresser le stockage des vidéos, c'est-à-dire qu'à partir de par exemple, un échantillon de 3 millions de vidéos qui ont quelques variations, mais on l'a vu dans les exemples, finalement, les variations sont le titre, le nom de la personne, quelque chose comme ça. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même facilement 95% du contenu des vidéos et des images qui sont les mêmes. Nous avons développé une technologie de compression qui nous permet, du coup, de toutes ces vidéos séparées, de les compresser et que ça prenne beaucoup moins de poids
sur les serveurs et que ça coûte du coup vachement moins cher, que ce soit plus facile à distribuer. Et donc, pour cette raison, nous préférons aussi passer par nos propres serveurs de distribution pour fournir une alternative, enfin, fournir une solution, parce qu'il n'y a aucune alternative aujourd'hui, qui soit viable et peu coûteuse pour les clients. Pour un ordre d'idée, aujourd'hui, là, pour le stockage et la diffusion de 200 000 vidéos, c'est 16 000 € par mois. Donc, nous, on entend facilement diminuer au moins par 10 les coûts sur ce sujet-là. Voilà. Je vais prendre la question suivante, du coup, je pense que c'est plus dans mes cordes. Autographe tout en un sera-t-il aussi poussé que tous les logiciels actuels séparés? Alors, je vais faire une réponse rapide et une réponse plus longue. La réponse rapide, c'est oui pour la 2D, non pour la 3D. Et maintenant, je vais étayer un peu. Alors, pour les personnes qui connaissent After Effects, le passage va être assez rapide. Ça répond en même temps à la deuxième question de la même personne. Les gens qui viennent d'After Effects vont vite retrouver leur petit parce qu'on est un logiciel dit layer-based, c'est-à-dire avec des calques superposés les uns sur les autres, un peu comme Photoshop. On aura par la suite des éléments nodaux, avec ce qu'on appelle du compositing nodal, qui va arriver un petit peu plus tard. Ça, c'est plus pour les gens qui font du Nuke. C'est un autre logiciel, mais lui, alors déjà beaucoup plus coûteux et qui est plutôt orienté effet visuel. Et donc, au niveau 2D, il y aura tout ce qu'à After, voire un peu plus. Ça, les gens le découvriront au fur et à mesure. Pour ce qui est de la 3D, on n'a pas pour ambition de remplacer un logiciel 3D complet. Moi, je fais du Blender depuis plus de 10 ans maintenant et on ne va pas concurrencer Blender. Là, je vois qu'il y a des questions sur C4D et Blender. Alors, je connais un peu C4D, mais beaucoup plus Blender maintenant. Blender, c'est un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel moi j'ai milité pour son utilisation pendant très longtemps, donc je sais ce qu'il vaut et je sais qu'il vaut autant que les autres. Donc on ne va pas concurrencer Blender. Donc la modélisation 3D, non, on ne va pas en faire, ou en tout cas pas comme dans Blender, pas de sculpte, pas de dépliage d'UV, pas de texturing, ce genre de choses. Par contre, le but, c'est de pouvoir récupérer un maximum d'éléments qui viennent de ces solutions, donc Blender, C4D, Maya, ce genre de choses, via un modèle maintenant de scène 3D qui existe qui s'appelle l'USD, donc c'est Universal Scene Description. Le Universal est important parce que c'est quelque chose autour duquel tout le monde essaye de se caler. Alors, c'est Pixar qui est derrière ça. Hein. Il y a eu plusieurs tentatives dans les années précédentes d'uniformiser un petit peu la manière dont les logiciels 3D se parlent afin d'avoir un fichier commun. Il y a eu 3-4 essais qui sont tous tombés à l'eau. Le Collada, ce genre de choses pour les personnes qui connaissent. Et puis, un jour, Pixar a dit, nous, on propose le nôtre en open source. Et puis, c'est Pixar qui est derrière. Donc, il y a un côté totalitaire parfois, mais finalement, c'est ça aussi qui marche pour imposer un modèle commun. Et du coup, tout le monde commence à intégrer ça. Et nous, on a la chance, on peut le dire, d'être arrivé pile au moment où Pixar a proposé ce modèle et au moment où tout le monde commençait à l'adopter. Donc, on a eu d'ailleurs la chance d'avoir un CNC RIAM là-dessus, sur l'inclusion d'USD dans notre logiciel. Et donc, maintenant, on peut prendre une scène USD, l'importer dedans, et on va rajouter aussi l'import d'objets 3D les plus standards, comme par exemple l'OBJ ou ce genre de choses, qui va permettre d'aller chercher des objets et directement les intégrer dans notre logiciel. Donc voilà. Par contre, on va avoir la possibilité en 3D d'animer des objets. Toute l'animation, on va pouvoir la faire, mais la création en elle-même, il n'y a pas véritablement d'intérêt à concurrencer ça parce qu'on aurait zéro valeur ajoutée là-dessus. Voilà. Et je réponds juste. Alors, il y a deux autres questions, donc ça, c'est toujours pour moi. En ce qui concerne Photoshop, on a un truc qui permet d'importer les fichiers Photoshop et de récupérer les calques directement, un peu comme le fait After dans une composition. Et on a aussi la possibilité de le faire, alors pas avec les fichiers Adobe Illustrator, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais on peut le faire avec les fichiers SVG pour la partie vectorielle. Donc, s'il y a des personnes, par exemple, qui utilisent ou Illustrator, qui est tout à fait capable de sortir des fichiers SVG, ou des solutions concurrentes qui commencent maintenant à sortir, comme Affinity Designer, par exemple, le but, là, c'est de pouvoir justement reprendre cette structure SVG avec tous les éléments vectoriels et de pouvoir les importer directement dans une composition, comme le ferait After, mais avec des éléments vectoriels. Ce qui
pour l'instant, ne sait pas faire lorsqu'il y a des éléments qui sont comme ça sur des calques différents. Donc, on a aussi, pour répondre à la question de Rembeck, il y a une gestion d'expression. Alors, on a un système d'expression, mais on a aussi un système qui permet de faire ce que font les expressions sans taper de code. C'est-à-dire qu'on a un système qui s'appelle les modifieurs et les générateurs. Alors, les modifieurs, c'est pour venir modifier quelque chose qui existe. Les générateurs, c'est pour générer quelque chose à partir du néant et qui vont vous permettre de dire, par exemple, je veux faire une oscillation de gauche à droite avec des paramètres qu'on va lui passer, amplitude, fréquence et ce genre de choses. Et donc, on a tout un tas de générateurs et de modifieurs qui vont permettre de créer des relations entre les objets, ajouter des déplacements ou ce genre de choses, sans taper justement des expressions telles qu'on l'aura dans After. Mais pour les personnes qui voudraient utiliser le système d'expression, on va avoir quelque chose qui ressemble d'ailleurs à After, puisqu'on va se baser sur l'extended JavaScript. Voilà. Mais on peut aussi on a voulu rendre très facile des cas de base, comme par exemple mettre des contraintes, dire mon logo, je veux toujours qu'il soit en haut à gauche de mon cadre, peu importe le format final de la vidéo, je veux afficher le logo en haut à gauche. Ça, c'est des cas qui sont finalement assez simples et qu'on a voulu rendre vraiment accessibles sans nécessiter de taper du code. L'animation, par exemple, que je vous ai montré ici, qui est ici en bas à gauche, la taille des cercles et la largeur sur laquelle elle se diffuse, on va dire, dans ce cas-là, dépend en fait de la taille de votre composition, c'est-à-dire la taille de votre image finale, et aussi du ratio, c'est-à-dire est-ce que vous êtes 16/9 horizontal, 16/9 vertical, 4/3 carré, tout se recale, et ça sans une ligne de code. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, qu'on veut que le cercle primaire qui va générer cette animation, parce que c'est des duplications de cercles, eh bien, on veut qu'il fasse 20% de la largeur et qu'il se cale à 20% à gauche, par exemple, de la composition. Donc ça se fait via des générateurs de positionnement qui se mettent justement sur la position, la rotation et ce genre de choses. Donc ça permet de définir des comportements pour les personnes qui ont connu un logiciel qui est un petit peu pris de l'âge maintenant, qui s'appelle Motion de chez Apple. Et pourtant, je n'aime pas personnellement l'univers Apple, mais faut reconnaître qu'avec Motion, ils avaient fait quelque chose de super. Alors, je dis AV, il existe encore ce logiciel, mais il est beaucoup moins utilisé. Dans Apple Motion, il y avait un truc qui s'appelait les comportements, les behaviors, et c'était exactement ça. C'est-à-dire, plutôt que de dire je mets une clé d'animation pour dire que tu vas de tel endroit à tel endroit, c'est va 30 pixels à droite. Voilà. Et vous donniez un temps, c'est-à-dire va à 30 pixels à droite en 2 secondes. Voilà. Et ben, cette philosophie des behaviors, des comportements, on la retrouve dans Autograph en fait. On a la possibilité d'animer des éléments sans aucune keyframe, sans aucune clé d'animation, juste en disant va à droite de 200 pixels et fais-le moi en 3 secondes. Et en plus, j'aimerais que tu me fasses un petit amorti, c'est-à-dire t'accélères et tu ralentis à la fin, voire tu as un espèce d'effet d'élastique qui fait que tu vas pouvoir te déplacer. Voilà. Donc, le but, c'est de rendre accessible à tout le monde des choses qui sont aujourd'hui essentielles et qui pourtant demandent des compétences qui sont accessibles par peut-être 5% du public actuellement sur After Effects. Donc voilà, on trouvait ça un peu dommage que toutes ces choses que tout le monde nous demande aujourd'hui, ça devienne finalement des capacités d'experts, alors que c'est des choses qui, dans le paysage audiovisuel aujourd'hui, sont devenues tellement communes que ça en devient des choses basiques. Voilà. Et pour terminer, la dernière question sur la génération de vidéos responsive est très intéressante. Par contre, comment ça se passe côté utilisateur ? Eh ben, alors ça rejoint un petit peu la réponse que je viens de donner sur les placements relatifs. C'est-à-dire, plutôt que de dire je mets mon logo à tel endroit en lui donnant des coordonnées en pixels, en ne sachant pas à la base en fait quelles vont être les limites du cadre, si on fait une petite image, si on fait une grande image. Alors déjà, un petit point de détail, mais les coordonnées en pixels, chez After Effects, qui considère que l'origine, c'est-à-dire la coordonnée 00, est en bas à gauche, Nio qui considère qu'elle est en haut, alors excuse-moi, elle est en haut à gauche, Nio qui considère qu'elle est en bas à gauche, tout le monde a sa petite sauce. Bah, nous, on a encore une autre petite sauce. On considère que le 00, comme on nous l'a appris en classe de 4e en maths, eh ben, il est au centre de l'image. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose à 0,0, il sera toujours au centre, quelle que soit la taille de l'image. Donc, ça, c'est déjà un premier point qui permet d'avoir quelque chose de commun entre les compositions, qu'elles soient carrées, rectangulaires, petites, grandes. Et ensuite, les ratios de taille, les ratios de positionnement, on peut les exprimer en pourcentage de taille d'image et ce genre de choses. Voilà. Super. J'espère avoir répondu à la question.
A priori, tu vois, cool, Pascal, donc ça tu as du top, cool, donc Très bien. a priori, oui, c'est plutôt prometteur. Bien. Du coup, je suppose que le lancement officiel aura lieu au NAB. Ouais. Oui, c'est ça. Avec une sortie, peut-être pas le jour du NAB, on aimerait bien, mais peut-être pas, mais dans les semaines qui vont venir derrière. Voilà. Mais en tout cas, on avait donné comme limite deuxième semestre 2022, donc en gros avant juin. Hein, donc on sera là, normalement, on est dans les clous. Voilà. Parfait. Bon, tu vois, j'ai même pas eu besoin de poser de questions. Le public était super. réceptif, donc c'est super. Très bien. Encore un grand merci à Anne-Sophie, à toi François et à Merci toi à vous Alexandre pour aussi l'accueil. pour cette présentation. Et puis, Merci. je vous donne, en tout cas, on reste à votre disposition s'il y a d'autres questions ou d'autres sujets que vous voulez aborder avec les intervenants et intervenantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler VGC Software et l'animation 2D. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à tous, au revoir.